Bonjour, nous revenons sur l'attentat du 6 avril 1994 qui a déclenché l'horreur et l'apocalypse au Rwanda. Cet attentat qui a vu la mort de deux chefs d'État en exercice, le président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, et le président burundais, Cyprien Ntaryamira. Depuis 28 ans, eh bien, une chape de plomb pèse sur cette affaire et nous essayons d'y voir un peu plus clair avec deux invités que nous avons aujourd'hui, le général Ndindilimana Augustin qui est à ma gauche et le général Emmanuel Habyarimana qui est à ma droite. Les deux ont l'avantage d'avoir été l'un ministre de la Défense du président Habyarimana et l'autre ministre de la Défense du président Kagame. Pour présenter un peu plus le général Emmanuel Habyarimana, vous avez été instructeur à l'école militaire, vous avez été au front en 1990, lorsque le FPR a lancé son offensive contre le régime du président Habyarimana, vous étiez au sein des forces armées rwandaises. En avril 1994, vous êtes revenu à l'école supérieure militaire comme instructeur pour former d'urgence des officiers. Je présume que c'était des officiers qui devaient aller au combat. Et par la suite, vous avez été directeur de la planification au ministère de la Défense, ensuite directeur général au ministère de la Défense en 1996, par la suite secrétaire général au ministère de la Défense, c'est-à-dire que vous aviez commencé à remplacer M. Kagame qui ne pouvait plus assumer les charges de ministre de la Défense, vice-président. Et donc, vous êtes devenu, il vous a nommé secrétaire d'État à la Défense pour aller représenter effectivement le ministre de la Défense au Parlement. C'est bien ça? Bon, je ne sais pas, il faut lui poser la question. Bon, en tout cas, vous êtes devenu en 2000 ministre de la Défense sous le régime du président Kagame. Alors, sur cette affaire de l'attentat, mon général, comment vous avez vécu les événements, cet attentat du 6 avril 1994? Bon, avec consternation, comme tout le monde. Mais cet attentat-là, moi, je l'inclus dans un programme bien établi. Et pour comprendre la dimension de l'attentat, il faut comprendre ce programme. Je ne sais pas si vous permettez que j'explique en quelques mots en quoi consiste ce programme. Tout à fait. Parce que le programme dont je parle, c'est un programme de géopolitique de puissance. Les puissances qui ont, à partir, je devais partir plus loin, après la Seconde Guerre mondiale. Parce que après la Seconde Guerre mondiale... On n'aura pas beaucoup de temps, donc je sais... Oui, voilà, je vais aller vite. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des puissances victorieuses. Les États-Unis, la Russie, l'Union soviétique, il y avait évidemment le Royaume-Uni et puis la Chine dans une certaine mesure. Ces puissances victorieuses-là, l'Europe, elle, était sortie de la guerre déchue. Et puis les empires coloniaux de l'Europe faisaient convoitise aux grandes puissances victorieuses. Et puis ils voulaient quand même les remplacer, les reprendre. Et ils ont créé l'ONU et puis le Conseil de tutelle pour ça, pour qu'ils puissent donner un paradis, un semblant d'indépendance aux pays d'Afrique et d'ailleurs, pour qu'ensuite ils puissent remplacer les anciennes puissances coloniales. C'est ça la première question. Conseil de tutelle, Conseil de sécurité, ils se donnaient des moyens. Je vais vite pour revenir à l'essentiel. Et puis, dans les années 60, il y a eu le courant des indépendances, bien entendu, mais pour des raisons cachées. Parce que les États-Unis disaient qu'ils voulaient que les pays soient indépendants, et même l'Union soviétique aussi, alors qu'eux, ils voulaient remplacer plus tard les impérialistes européens qui avaient bâti des empires à gauche à droite. L'empire britannique, l'empire français, l'empire belge. Et l'empire, il y a aussi pour les Portugais qui avaient des empires en Afrique, l'Angola, le Mozambique, tout ça. Alors c'était en fait une lutte pour aller contrôler les matières premières. Parce que
en sortant de la Deuxième Guerre mondiale, ces puissances victorieuses avaient développé leurs industries, avaient leur façon de faire. Ils avaient besoin de matières premières. Et puis l'indépendance a eu lieu, les indépendances ont eu lieu, et 2 fois avec des guerres interposées, comme en Angola, au Mozambique, ailleurs. Mais tant mieux, ça a été. Et puis, après ça, il y a eu la chute du mur de Berlin. C'est là où je vais m'apaisantir encore un peu. La chute du mur de Berlin... Il ne faudrait pas qu'on perde votre fil. Hein. Oui, je ne perds pas de fil. La chute du mur de Berlin a été un signal fort. Parce que je me souviens que je finissais le corps de guerre. Nous avons fait on a organisé un séminaire des officiers de renseignement et d'opération au sein de l'OTAN. Nous, comme on terminait, on nous a invités aussi. Ils ont dit voilà, la menace n'est plus l'ennemi rouge. Le rouge, ça veut dire les Soviétiques. Maintenant, quelle est la menace pour les Occidentaux, pour l'OTAN? Bon, ils ont trouvé 5 menaces. C'est là l'origine de ce que nous allons dire. La première menace, la population. La population qui croît à un rythme exponentiel en Afrique. Évidemment, je me concentre à l'Afrique, mais la même question se posait au Moyen-Orient et en Amérique latine. Ça, c'était la première question, la population. La deuxième question, la technologie, le transfert de technologie. Si cette population qui croissait exponentiellement, alors que la population en Europe stagnait ou diminuait, ça serait dangereux pour eux. Alors, deuxième menace. Troisième menace, ces pays-là, dont la population croît exponentiellement, a des territoires qui regorgent de matières premières. Alors, ces 3 choses-là ont constitué la réflexion des organes de sécurité de l'OTAN. Et puis, après l'exposé de ça, les organes d'opération, ils ont trouvé comment alors parer à ces menaces-là. C'est là qu'ils ont dit, voilà, il faut trouver comment réduire les populations, comment empêcher qu'il y ait transfert de technologies et de sciences, et surtout voir comment ces populations-là, et surtout l'élite, ne puissent pas utiliser les connaissances qu'ils ont reçues à gauche, à droite pour aller développer leur pays. Les deux là, c'était le plus important. Et puis, ils ont pris un compas. Vous connaissez un compas? On l'utilise en géométrie. Ils ont pointé à Kisangani. Je parle de l'Afrique. Hein, parce que Kisangani au Congo. Au Congo. Ils ont tracé, en fait, le cercle incluait tout le bassin du Congo et du Nil. Que là, il y avait la population et le climat était très agréable. Et puis cette région-là regorgeait de matières premières, de l'eau, tout ce que vous voulez. Et l'eau, c'était comme l'or blanc, hein, l'or blanc. Parce qu'en ce moment-là, il parlait de pipeline d'eau qui pourrait partir du fleuve Congo pour aller au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Israël. Comment vous faites donc le lien entre ça? Oui, je vais venir. C'est ça que je vais faire. Alors, ils ont organisé les opérations. Éliminer les présidents progressistes, éliminer les intellectuels qui cherchent à transformer l'Afrique, éliminer toute personne autochtone qui voudrait faire des choses. Alors, c'est ça qu'ils ont commencé. Avec le Lumumba, c'était avant, mais après c'est ça qui a commencé en Afrique des Grands Lacs, en Ouganda. C'est comme ça qu'ils sont montés, l'invasion du Rwanda.
Et puis c'est comme ça qu'ils ont tué le président de Daïr. C'est comme ça qu'ils ont fait l'attentat contre l'avion du président Habyarimana avec son collègue du Burundi, Cyprien Habyarimana. Et tout cela remonte de ce temps-là. Maintenant, oui, allez-y. Oui, alors, pour revenir sur la question de l'attentat proprement parler, est-ce que vous, à partir du moment où vous êtes retrouvé proche du FPR ou dans le sillage du FPR, est-ce que vous avez entendu dire que cet événement aurait été commis par des gens proches du FPR? Parce que c'est l'idée que vous soutenez. Non, c'est-à-dire que l'attentat, ce que vous dites là est vrai. Tout le monde connaît qui a fait l'attentat. La France connaît ceux qui ont descendu l'avion. Le Royaume-Uni connaît, les États-Unis connaissent, tout le monde connaît. Alors maintenant, vous pouvez me poser la question selon laquelle, si tout le monde connaît, alors pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas c'est celui-là, c'est celui-là? Ce serait peut-être la question. Oui, on va y revenir. Mais, voilà. Mais je vais poser la question au général Lilimana. La question de l'attentat, qui est considérée par le procureur du tribunal pénal international et par les Nations Unies comme l'événement qui a tout déclenché, parce que c'était dans vos actes d'accusation. Vous avez eu beaucoup de mal au sein du tribunal à amener le procureur à aborder cette question-là. Non, plutôt le procureur évitait que l'on puisse aborder ce sujet. Pourquoi? Parce que le tribunal, comme vient de le dire Habyarimana, c'est aussi une institution qui est mise en place par ces puissances qui ont un plan global. Donc le tribunal, certes, il a permis de voir clair dans certains dossiers sur les événements, mais les points essentiels, ça ne marche pas, on n'a pas abordé. Quand le général Dallaire est venu témoigner, on a commencé à lui poser des questions sur l'attentat. Non, d'abord sur les casques bleus. Les juges, le procureur, tout le monde est intervenu pour dire non, c'est pas le sujet. Donc, alors, le sujet, c'était le génocide. Hein? C'était le génocide. Bon, alors, est-ce que lorsqu'on marque dans les actes d'accusation que l'attentat est l'élément déclencheur du génocide, pourquoi les gens ont peur d'aborder? Pourquoi? Enfin, moi j'ai vu par exemple que dans les avocats de la défense ont beaucoup lutté pour qu'on inscrive le dossier de l'attentat à l'ordre du jour. C'est ça, on a refusé, ça n'a jamais marché. Parce que justement, si vous trouvez celui qui a commis l'attentat, vous comprenez le génocide, ce que ça devient. Clair pour tout le monde? Eh bien, celui qui a descendu l'avion, le procureur Cardel Ponte l'a exprimé, des chercheurs. Oui, je rappelle ce que vous dites à propos de Carla Del Ponte. Elle avait dit, si c'est le FPR qui a abattu l'avion, il va falloir réécrire l'histoire du génocide. Voilà. Donc, c'est clair. On doit éviter ça parce que l'histoire, on l'a fabriquée. Donc, ce sujet, c'est un sujet tabou. Il ne faut pas toucher. Alors, vous avez justement la question que vous posiez tout à l'heure, mais pourquoi on ne doit pas... Est-ce que vous pensez qu'on ne doit pas soulever le couvercle sur l'attentat? On ne peut pas le soulever. C'est tout simple ça. C'est parce que l'attentat, comme l'a dit Carla Del Ponte, si on désignait exactement ceux qui l'ont préparé et ceux qui l'ont exécuté, et l'histoire changerait, c'est normal. C'est ce que je disais avant.
Parce que ce sont les puissances qui utilisent les autochtones pour faire des choses. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Alors l'attentat, je disais que tout le monde connaît celui qui l'a préparé, qui l'a exécuté, mais personne ne veut le dire. Pourquoi? Karader Ponte, et le général Ndirimana vient de le dire. Il a fait ses enquêtes. Et lui, il est parvenu au fait que, en fait, l'attentat avait été préparé et exécuté par Museveni et Kagame sous le parapluie, évidemment, des anglo-saxons, les Américains, les Anglais, et puis les autres, qui sont leurs alliés. Non, je rappelle pour les téléspectateurs qui vont nous suivre, c'est que moi, Carla Del Ponte m'a confié au tribunal pénal international que lorsqu'elle avait commencé à enquêter sur les crimes qui avaient été commis, parce qu'elle enquêtait sur les deux parties. C'était la mission du tribunal pénal international d'enquêter sur les exactions qui avaient été commises par les membres du gouvernement, mais également sur les membres du FPR. Et dès qu'elle a commencé à toucher aux membres du FPR, Kagame lui a dit qu'elle n'est pas venue au tribunal pour enquêter sur le FPR. Et finalement, Carla Del Ponte a quand même été évincée de son poste de procureur. Voilà, très bien. Donc ça signifie quand même qu'il y avait quelque chose. Elle raconte ça dans ses mémoires. Oui, oui, c'est vrai, il y avait quelque chose. Alors, je m'en vais sur un autre point. Le tribunal pénal international, on peut dire que ce tribunal connaît en fait ceux qui ont préparé et exécuté le génocide. Ils ne veulent pas l'expliciter. Mais maintenant, revenons ici en France. La France, le juge Bruguière a fait des investigations, c'est un spécialiste. Je connais aussi l'autre, le journaliste d'investigation, mon ami qui est décédé. Pierre Péan. Pierre Péan, il a écrit des choses là-dessus. Mais tous ces gens ont été, en France, ils sont discrédités par tout le monde. Voilà, justement. Qui est tout le monde qui le discrédite? Ce sont les puissances, justement, qui ont dit à la France, enfin moi, je ne suis pas ici pour blaguer, je suis un chercheur aussi, même si je ne suis pas européen. Alors, nous avons fait l'investigation au sein de notre parti, le partenariat Imwari. Nous avons fait une investigation pendant 3 ans. Nous l'avons écrit, nous l'avons envoyé aux Nations Unies. Une fois que j'étais plaidé pour Mathieu Ngirmatse, j'ai demandé où est cette investigation du partenariat. Ils ont dit on n'en a pas, et puis j'ai montré. Vous abordez, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, que dans cette longue enquête et dans ce rapport, où il y avait quand même beaucoup d'officiers supérieurs qui appartenaient aussi au FPR, qui ont démontré il y avait d'autres, que l'attentat avait été commis par le FPR. Oui, ils ont montré comment nous avons, avec quelques télégrammes de ça en appui, comment ils ont préparé, comment ils l'ont exécuté. Et comment ils ont commencé à faire des chantages, des mensonges d'État, des mensonges internationaux, pour montrer que plutôt c'est ce que vous étiquetiez des Hutus extrémistes. D'ailleurs, moi, je ne viens pas d'où ça vient. S'il y a des Hutus extrémistes, il doit y avoir aussi des Tutsis extrémistes. Voilà. Bon, alors, quand vous avez écrit aux Nations Unies, qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai posé la question au tribunal. J'étais là, à Arusha. Et il m'a dit, voilà, oui, effectivement, on voit, ça a été, effectivement, votre document est pertinent. On va essayer de le prendre en considération. Mais ça s'est arrêté. Il n'a jamais été pris en considération. Voilà. Et puis, une autre chose, j'étais sur la France. Maintenant, le juge Bruguière, moi j'ai lu, j'ai essayé de suivre ce qu'il a écrit. C'était correct, ça correspondait à ce que je connaissais, à ce que nous avions enquêté aussi. Et il a lancé des mandats d'arrêt. C'est un Français. Et à un moment donné, on dit que ces enquêtes ne servent à rien, que plutôt ils sont erronés. Et moi, je me pose la question. Je connais le camp Kanombe, comme le général Ndirimana. Nous connaissons Kigali. La résidence du président Habyarimana, réellement, on pourrait dire qu'il résidait dans le camp. C'était
vraiment tout à côté, mais c'est dans le cas. D'ailleurs, quand j'étais au bataillon paracommando, c'est nous qui faisions la ronde pour la sécurité éloignée, parce que les GP étaient dedans, mais nous, on faisait de loin. C'est dans le camp. Moi, je ne comprends pas cet expert en balistique qui a trouvé qu'on peut être sur un point, lancer un obus verticalement, et puis la missile, et puis le missile vient tomber sur le point de lancement. Ça n'existe pas. Ça, c'est la science. Et la science est universelle. Mais ils disent que ceux qui ont tiré sur l'avion, par l'arrière, c'était des militaires qui étaient au camp militaire d'Okanombe. Alors, le juge Trévidic n'a jamais interrogé le commandant du camp. Non, peu importe. Moi, je parle scientifiquement. Est-ce que ce n'est pas possible? Et les gens ici, on expose et puis ça passe comme ça inaperçu. Ça, c'est la première chose. C'est un mensonge scientifique. Bon, une autre chose. Les Français et l'équipage meurent. Ils étaient 3 ou 4, je sais pas, il y avait le pilote. Les gendarmes dont on parlait meurent. Avec leur épouse. Leurs familles vont se plaindre. Et puis, l'enquête se fait. Il prouve qu'il y a eu ces histoires de théorie, etc. Et le juge ici en France, à cause des intérêts, je ne vais pas même dire que ce sont des intérêts politiques, des intérêts privés. Et puis, il dit non, pour que la Rwandaise devienne secrétaire générale de la francophonie. Moi, je ne suis pas ici pour... Je dis des choses telles qu'elles sont. Nous allons faire des échanges, et puis nous allons enterrer l'enquête de Brière, tout ça. Et puis maintenant, nous allons avancer, aller de l'avant, oublier ces histoires-là, alors que ce sont des faits réels qui doivent être analysés, interprétés, et puis les fautifs doivent être jugés. Même si la France peut s'en mêler, mais la France n'est pas vraiment la finalité pour cette enquête-là. C'est ce que je voulais dire aux Rwandais, aux autres qui nous écoutent, qui pourront nous écouter. La France peut dire non, on enterre ça, mais nous aussi, on a fait des enquêtes, comme je le disais. Oui, mon général, est-ce que cette histoire de la trajectoire du tir du missile de l'avion, vous qui connaissez bien le camp Kanombe et la résidence du président Habyarimana, est-ce que vous avez trouvé que c'était cohérent sur le plan militaire? Non, c'est pas cohérent. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. Il vient d'expliquer que sur le plan scientifique, ça n'a pas de sens. Mais sur le plan de la réalité, s'il y avait des missiles au camp, eh bien, tout le monde aurait été au courant. Tout le monde aurait été au courant. Mais lorsque en tant que ministre de la Défense, vous avez peut-être eu à discuter avec Kagame de cette histoire d'attentat ou de ses proches collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? D'abord, je voudrais dire que quand on arrivait, moi j'étais à Bukavu, et puis on a dit à la radio que il y a un gouvernement de transition qui découle des accords d'Arusha, que les gens peuvent venir, toutes des histoires comme ça. C'est dans ce contexte-là que nous nous sommes dit, voilà, on ne peut pas tous partir, on faut aller là-bas. On était sincèrement innocents, nous pensions que ça pourrait bien aller, que comme ça il y aurait certaines personnes. Je ne regrette pas pour avoir été là-bas parce qu'après, nous avons vu le contraire de ce qui était annoncé, affiché. Et nous avons essayé quand même de faire... Vous me posez la question sur Kagame alors, et son entourage. Moi, Kagame, je lui posais toutes les questions. Je lui ai posé la question sur l'attentat. Est-ce que vous aviez des missiles? Vous aviez descendu des avions au parc au Mutara et puis à Nyakayaga, vous avez descendu des avions, vous êtes des spécialistes en lancement, en maniement des missiles.
Pourquoi est-ce que... Moi, Dans les années 90, hein. Oui, c'est dans les années 95-96. C'est là où je lui ai posé la question. Non, non, je parle du maniement des missiles auquel Non, vous faites c'était allusion. avant, même avant, là, en 90, Ouais, en c'est ce que je dis, 90. en 90. Oui. Et à Nyakayaga, ils ont descendu des hélicoptères, des quoi, tout, ils ont dégagé partout, même les avions en vol, en altitude. Ouais. Voilà. Maintenant, moi je ne doutais pas que ce soit le FR qui avait descendu l'avion. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous l'avez descendu tout en sachant qu'il allait déclencher, c'est vrai que c'est l'avion qui a déclenché les génocides rwandais. Hein. Moi, je ne parle pas de génocide des Tutsis, hein, parce que les Hutus aussi ont été exterminés depuis d'ailleurs le 1er octobre. Ben, vous savez, bon, il ne faut pas... Quand vous parlez comme ça, on va dire que vous niez le génocide des Tutsis. Non, hein. moi, si je parle comme Bon, je dis... donc. Non, moi je ne suis pas ici pour dire voilà, on va dire que j'ai nié. Je ne nie pas le génocide rwandais. Le génocide rwandais a eu lieu. Je sais que les Tutsis ont été tués parce qu'ils étaient Tutsis. Ça, je le sais. Et j'étais là, je l'ai vu. Je sais que les Hutus ont été exterminés parce qu'ils étaient Hutus. J'étais là, je l'ai vu. Je sais que les prêtres ont été exterminés parce qu'ils étaient prêtres. J'étais là, je l'ai vu. Même y compris les évêques. Je sais que même les prêtres blancs, etc., ont été tués parce qu'ils étaient prêtres. Ça, je l'ai vu. C'est la réalité. Je n'ai pas à limiter, dire voilà, est-ce que si on dit ceci, si on dit cela, non. Bon, alors, Kagame, je lui ai dit ça. Il aurait dû m'emprisonner quand j'étais là, parce que je lui ai dit la même chose. Parce que vous me posiez la question de dire que... Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Non, lui, il dit oui, c'est comme ça. D'ailleurs, vous savez, j'étais au Parlement en 1994. J'étais militaire en même temps député. Nous avons discuté l'histoire du génocide avant qu'on ne vote l'appellation, parce qu'avant, on avait voté le génocide rwandais. Quand j'étais là, dans l'Assemblée. On a discuté, ça coûtait la vie même à un député Tutsi qui s'appelle Bourakari, qui lui disait non, il est d'Obiumba. Moi j'ai vu les FR exterminer les Hutus. Je n'ai jamais vu un Hutu à Haïti, parce qu'il est de là, je n'ai jamais vu un Hutu venir tuer un Tutsi là-bas. Il a dit, mais il a été tué en plein soleil devant chez lui à Rotary. Pour vous dire que cette question-là est délicat parce que il n'implique pas les Tutsis, il implique les militaires de l'APR avec Museveni. Ils essaient de semer la confusion, mais alors, on ne peut pas l'accepter. Qu'est-ce qu'il vous a répondu, Kagame? Non, Kagame a dit c'est comme ça, mais de toutes les façons, si on va dans ce sens-là, ça sera difficile d'organiser le pays. Je lui dis non, organiser le pays, est-ce que vous allez organiser le pays en divisant les populations? D'ailleurs, si vous dites génocide là des Tutsis, vous divisez automatiquement le pays en deux. Bon, est-ce que le pays, Kagame veut que le pays soit divisé en deux? Excusez-moi, dans votre déposition au juge Bruguière, vous aviez dit que lorsque vous avez rejoint le FPR le 28 juillet 1994 et que vous avez été accueilli à Masaka, vous avez entendu beaucoup de membres du FPR dire avoir la fierté d'avoir abattu l'avion et dire si on ne l'avait pas abattu, on ne l'aurait jamais vaincu et on n'aurait pas pris le pouvoir car nous aurions perdu les élections prévues, la population aurait été contre nous et aurait soutenu Habyarimana pendant la guerre. Exact. C'est comme ça que... Et c'est vrai. Et c'est ce qu'il disait. Nous avons été accueillis là-bas par... C'était l'équipe de la DEMAI. Oui, la direction de l'enseignement militaire. Le département de renseignement militaire intelligence. Il y avait Kayumba, il y avait Rwahama, il y avait notre qui est aujourd'hui général et ambassadeur à Dar es Salaam. Et trois autres. Karamba. Karamba, voilà, Charles. Alors, ils nous ont dit ça. Hein. Et ils le chantaient. Et quand on posait la question, j'ai dit non, nous on voulait un pouvoir total. Et puis après, j'ai su pourquoi ils voulaient le pouvoir total. C'était pour préparer l'invasion de la RDC. Alors cette mission-là, c'est une mission qu'ils avaient reçue même en entamant l'invasion du Rwanda. Ouais. L'objectif final, c'était le Congo, la RDC.
Bon, Et on aura le- peut-être l'occasion voilà. de reparler du Congo. Oui, mon général, pour finir. Je voudrais revenir sur cet attentat, comme justement l'homme de terrain. Vous ne pouvez pas expliquer comment il y a l'attentat et les militaires du camp sortent pour bloquer les routes en provenance de Massaka, alors que le tir s'est passé chez eux. Donc, directement après l'attentat, les militaires du camp sont allés à l'endroit d'où Le tir venait. venait. Donc, C'est-à-dire qu'ils considéraient que ce sont des inconnus qui ont tiré sur l'avion du président. enfin, dire que ce sont des inconnus, je ne sais Oui, pas enfin, je veux dire, En pour tout qu'ils aillent là-bas, c'est que ce n'était pas peut-être leur ce collègue. n'était pas dans le camp. Pour celui qui dit que le tir a été fait à partir du camp, donc non seulement il n'y avait pas de missile, deuxièmement, C'est impossible. impossible techniquement, mais cette fois-ci, les gens du camp vont à l'endroit d'où l'on vient de tirer pour rechercher le tireur. Mais il y a une autre chose. Est-ce que Kagame a nié une fois que ce n'est pas le FPR qui a tiré sur l'avion? Moi, je vous demande, c'est vous qui l'avez Non, côtoyé. moi, il ne m'a jamais dit il n'a jamais dit qu'ils n'ont pas tiré sur l'avion. Ce sont les autres qui lui prêtent ça. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir eu cet échange, ce dialogue entre deux ministres de la Défense, l'un ministre de la Défense d'Abiyarimana, l'autre ministre de la Défense de Paul Kagame. Donc nous laissons le public juger de la qualité des informations et des opinions que vous avez exprimées. Le plus important, c'était que chacun puisse s'exprimer. Je vous remercie.